Le jour à Wentworth. Au nord de Dunwich s'étend un pays à peu près abandonné, tour à tour occupé par les anciens habitants de la Nouvelle-Angleterre, les Canadiens français, les Italiens et en dernier lieu les Polonais. Cette contrée est retournée tout doucement à l'état sauvage. Les premiers habitants arrachaient une existence précaire à la terre caillouteuse et aux forêts abondantes, mais ils n'avaient pas la moindre idée de la préservation du sol ou de ses ressources naturelles. L'une après l'autre, les générations achevaient d'épuiser le pays. Leurs successeurs abandonnèrent la lutte et partirent chercher fortune ailleurs. Ce coin du Massachusetts ne sollicite guère le peuplement. Les maisons jadis orgueilleuses sont tombées aujourd'hui dans un tel état de décrépitude qu'il serait impossible d'y vivre, même avec un minimum de confort. On trouve encore sur les pentes les moins abruptes à l'abri de corniches rocheuses de très vieilles fermes couvertes de toits en croupe, et rêvant au secret de bien des générations qui se sont succédées en Nouvelle-Angleterre. Mais fermes et demeures abandonnées étaient les marques de leur décadence, cheminées à demi écroulées, murs bombés par l'âge, fenêtres brisées. Si vous quittez la route nationale qui passe le long de la vallée, au nord de Dunwich, vous tombez sur tout un réseau de chemins de traverse où vous n'avez guère plus de chance de rencontrer âmes qui vivent que dans les maisons de ce pays. Et toute la région baigne dans une indéniable atmosphère, non seulement de vieillesse et d'abandon, mais aussi de maléfice. On y trouve des futaies, où n'a jamais résonné un coup de cognée, ou de sombres vallons envahis par les plantes rampantes. Là, de minces filets d'eau s'écoulent goutte à goutte dans une obscurité où le soleil ne pénètre pas, même par les plus beaux jours. La vie ne se manifeste que peu dans cette vallée, quoique certains paysans habitent cloîtrés des fermes en ruine. Les faucons eux-mêmes qui planent très haut ne s'attardent jamais longtemps dans le ciel de la vallée. Les nuées ténébreuses des corbeaux ne font que la traverser et ne s'abattent jamais pour dépecer quelques charognes et s'en repaître. Il y a longtemps, la population superstitieuse de ce pays avait la réputation de pratiquer l'exerei, de donner dans la sorcellerie, et quelque chose persiste encore de cette peu enviable renommée. Ce n'est certes pas un endroit où il convient de s'attarder, et encore moins d'être surpris par la nuit. Et pourtant il faisait nuit, cet été de 1927, où je parcourus pour la première fois la vallée. J'allais livrer un poêle, pas très loin de Dunwich. Je n'aurais jamais dû prendre par le nord de cette ville décrépie, mais j'avais encore une livraison à faire. Plutôt que suivre mon premier mouvement, contourner la vallée et y arriver par l'autre bout, je m'y enfonçai au crépuscule. Il envahissait déjà Dunwich, mais dans la vallée, une obscurité épaisse lui succéda bientôt. Le ciel était lourdement chargé, les nuages si bas qu'ils cachaient presque la crête des collines fermant la vallée. J'avais l'impression de rouler dans un tunnel. On ne se servait pas de la grande route. Il y en avait d'autres pour atteindre les flancs de la vallée. Ces routes secondaires, pratiquement abandonnées, étaient tellement défoncées que peu de conducteurs couraient le risque de les utiliser. Tout aurait dû bien marcher, car mon chemin me menait droit jusqu'à l'autre bout de la vallée. Je n'aurais pas eu besoin de quitter la grande route sans deux incidents imprévisibles. La pluie se mit à tomber à peine avais-je quitté Dunwich. Elle avait menacé tout l'après-midi, et finalement les cieux s'ouvrirent et répandirent leurs cataractes. Bientôt la route commença à miroiter dans l'éclat des phares, et cet éclat me fit voir bien autre chose. J'avais à peine roulé une vingtaine de kilomètres dans la vallée que je trouvai la route coupée par une barrière, et l'indication formelle d'une déviation. De l'autre côté de cette barrière, la route défoncée était totalement impraticable. Je quittai cette route plein de fâcheux pressentiments. Que n'avais-je suivi mon instinct, qui me conseillait de retourner à Dunwich et de prendre un autre chemin? Mon sommeil ne serait pas hanté de ces maudits cauchemars qui le peuplent depuis cette nuit épouvantable. Mais j'estimais être allé trop loin pour perdre du temps en retournant à Dunwich. La pluie tombait toujours, dressant devant moi un mur liquide. La conduite était très difficile. Ainsi donc, je quittai la grande route et me trouvai sur une route secondaire qui n'était que partiellement recouverte de gravier. Les cantonniers de la grande route avaient entrepris d'élargir un peu cette déviation en coupant les plus grosses branches qui l'obstruaient. Mais ils ne s'étaient pas beaucoup occupés du revêtement, et je n'eus pas à rouler longtemps avant de m'apercevoir que je n'étais pas au bout de mes peines, bien au contraire. La pluie effaçait peu à peu ma route. La voiture était pourtant une de ces robustes Ford, aux roues plutôt hautes et minces. Elle s'enfonçait jusqu'au moyeu dans la boue, où faisait gicler l'eau de flaques de plus en plus profondes. Mon moteur, c'était fatal, se mit à tousser avec des ratés.
Je savais qu'avant peu, il serait complètement noyé. Je me mis en quête de quelque habitation, ou tout au moins d'un abri, où nous pourrions nous réfugier, la voiture et moi. En fait, connaissant l'isolement de ce pays perdu, j'aurais préféré une grange abandonnée. Mais comment dans ces ténèbres distinguer quoi que ce soit? J'aperçus enfin la faible lueur d'une fenêtre pas loin de la route, et j'eus de la chance, grâce à mes phares cependant défaillants, de ne pas manquer l'allée qui y conduisait. Je pris le virage, dépassai une boîte aux lettres sur laquelle était en train de s'effacer le nom grossièrement peint du propriétaire, Amos Stark. Mes phares éclairaient maintenant la façade de la maison. C'était une construction archaïque, une de ces maisons d'un seul tenant comprenant la maison d'habitation, les ailes à angle droit, la cuisine, la grange, le tout sous le couvert de toits inégalement élevés. Fort heureusement, la porte de la grange était grande ouverte. J'ai mis ma voiture à l'abri, m'attendant à voir du bétail et des chevaux. Mais la grange semblait avoir été abandonnée depuis bien longtemps. Je ne vis ni chevaux, ni bétail. Il ne restait plus que l'odeur du foin desséché, fauché il y a tant d'été. Je ne m'attardai pas en ce lieu, mais sous la pluie battante gagnai la maison qui m'apparut dans le même état de déréliction que la grange. Elle n'avait qu'un étage orné sur la façade d'une véranda dont je m'aperçus à temps que le plancher était plus ou moins défoncé. Des trous noirs marquaient l'emplacement des planches disparues. Je trouvai la porte et frappai. Je n'entendis pas longtemps que le crépitement de la pluie sur le toit du porche et dans les mares d'eau qui s'élargissaient dans la cour. Je frappai à nouveau et élevant la voix, je demandai s'il y avait quelqu'un. Une voix me répondit, chevrotante. « Qui êtes-vous » J'expliquai que j'étais un voyageur de commerce à la recherche de refuge. La lumière se déplaça en même temps que la lampe. La fenêtre s'obscurcit et sous le soleil de la porte s'élargit un rayon jaunâtre. J'entendis un bruit de chaîne et de verrou. La porte s'ouvrit. Le propriétaire était là, devant moi, la lampe haut levée. C'était un vieux rabougri avec une maigre barbe sur un menton décharné. Il avait les cheveux blancs, il portait des lunettes, mais c'est par-dessus les verres qu'il m'examina. À ma vue, il eut comme un ricanement sauvage qui découvrit ses chicots. Et je demandai, « Monsieur Stark ?» « Le mauvais temps vous a poissé, hein? Entrez dans cette baraque et c'est chez vous. Je pense pas que ça va pisser longtemps. » Je rentrai avec lui dans la grande salle, non sans qu'il eût derrière nous refermé avec soin chaîne et verrou. Cela ne me plut qu'à moitié. Il dut surprendre mon regard étonné et inquiet. Après avoir reposé la lampe sur un gros livre qui occupait au milieu de la chambre le centre d'une table ronde, il se tourna vers moi avec un bref ricanement. « Aujourd'hui, c'est le jour à Wentworth. Je me disais, comme ça, que vous étiez Nahoon, des fois. » Son ricanement s'accentua en un fantôme de rictus. « Non, monsieur. Je m'appelle Fred Headley. Je suis de Boston. »« J'y ai jamais foutu les pieds. J'ai même jamais été jusqu'à Arkham, c'est dire. J'ai trop de boulot à la ferme pour aller en ville. »« J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je me suis permis de rentrer ma voiture dans votre grange. C'est pas les vaches qui s'en plaindront. » Il ricana, fort amusé de ce trait d'esprit. Il savait mieux que personne qu'il n'y avait pas la moindre vache dans l'étable. « Eh bien, moi, je voudrais pas conduire un de vos sales trucs à roulettes. Pas moi, non. Mais tous les mêmes, les bons hommes de la ville, pour l'automobile, ça ferait n'importe quoi. » Je ne pensais pas ressembler à une fripouille. Les gens de la ville, je les repère tout de suite. Des fois, il y en a qui se propulsent dans le secteur, mais ils font pas de vieux os. Ça doit pas leur plaire, ce coin-ci. Moi, j'ai jamais été dans une grande ville, et je suis pas prêt d'y aller. Il radota si longtemps sur ce sujet que j'eus tout loisir de faire du regard une façon d'inventaire de la chambre. Lorsque je n'étais pas sur la route, je passais mon temps à l'entrepôt de Boston, et je ne pense pas qu'aucun de mes collègues fût mieux doué que moi pour les inventaires. Je ne fus pas long à constater que la pièce était bourrée de tout un bric-à-brac de grande valeur qui aurait fait la joie d'un collectionneur, ou alors je me trompe fort. Il y avait des meubles vieux de près de 2 siècles, des verres soufflés de toute beauté et de la porcelaine de Haviland sur les rayons et les étagères. Je remarquai aussi un grand nombre de ces objets anciens qu'on travaillait à la main en Nouvelle-Angleterre il y a des dizaines et des dizaines d'années. Des mouchettes, des encriers de liège chevillés de bois, un lutrin, des gourdes, des broderies. On voyait assez que la maison ne datait pas d'hier. « Est-ce que vous vivez seul, monsieur Stark ?»« À cette heure, oui.
Autrefois, il y avait Molly et Dewey. Abel s'est tiré, c'était encore un gosse. Et Ella est morte de la poitrine. Ça fait ben une pièce de 7 ans que je suis tout seul. On aurait dit qu'en parlant, il guettait. Il attendait quelque chose. Il cherchait à percevoir je ne sais quel bruit par-delà le crépitement de la pluie. Mais quel bruit! Je n'entendais que le grignotement d'une souris quelque part dans la vieille maison et les cascades de l'averse qui n'en finissaient pas. Cependant, les yeux mi-clos comme si la lampe l'éblouissait, la tête penchée, le crâne luisant cerclé d'une maigre couronne de cheveux blancs, il écoutait. Il pouvait avoir 80 ans comme 60. Peut-être sa vie de reclus solitaire l'avait-elle vieilli avant l'âge. Il me demanda à brûle-pourpoint. « Vous avez vu personne sur la route ?»« Pas âme qui vive depuis Dunwich. Ça fait bien dans les 30 kilomètres. » À une moitié près. C'est le jour à Wentworth. Nahum Wentworth. Ça fait longtemps que vous êtes voyageur de commerce dans le coin? Sûr que vous avez connu Nahum Wentworth? Absolument pas. Je fais surtout des affaires en ville. Je viens rarement à la campagne. Presque tout le monde y connaissait Nahum. Mais c'était moi qui connaissais le mieux. Voyez ce bouquin? Il me désigna un livre broché tout écorné que je distinguais mal dans la pénombre. Ça, c'est le 7e livre à Moïse. Et il y en a un là-dedans. Pour sûr, plus que dans n'importe quel autre bouquin. C'est le bouquin à Nahum. C'est un drôle de gars, le Nahum. Un minable, quoi. Un avaricieux. Bizarre quand même que vous l'ayez jamais rencontré. Je l'assurai à nouveau que je n'avais jamais entendu parler de Nahum Wentworth. Mais j'éprouvais à son égard une certaine curiosité puisqu'il lisait le 7e livre de Moïse. Un peu la Bible des sorciers. On trouvait dans ce livre toutes sortes de formules magiques, d'incantations et de sortilèges, à condition d'être assez naïf pour y croire. Je reconnus dans le rond de lumière d'autres livres, une Bible aussi fatiguée que le livre de magie, une édition abrégée des œuvres de Cotton Mather, et un volume relié du publicateur d'Arkham. Tout cela avait peut-être aussi appartenu à Nahum Wentworth. Je vois que ça vous intéresse, ces livres. J'avais dit comme ça que je pouvais les garder, alors je les ai pris. C'est des bons livres, hein. Si j'avais pas besoin de lunettes, je les bouquinerais. Vous pouvez les regarder, hein, vous gênez pas. Je le remerciai avec le plus grand sérieux et remis la conversation sur Nahum Wentworth. Sacré Nahum. Je crois pas qu'il m'aurait prêté tous ses sous s'il avait su ce qu'il attendait. Non, mon gars les aurait pas prêtés. Et même pas de reçu qu'il a voulu. 5000 $ que c'était. Il me dit comme ça, pas besoin de reçu ni de papier entre nous. Ça fait comme ça qu'il n'y a aucune preuve qu'il m'a donné cet argent. Seulement nous deux au courant. La seule chose, il devait venir chercher son argent 5 ans plus tard. 5 ans. Ça tombe juste aujourd'hui. C'est le jour à Wentworth. Il se tut et me gratifia d'un regard sournois. Ses yeux papillotaient en même temps de gaieté et s'obscurcissaient d'une crainte refoulée. Seulement il viendra pas, parce que même pas 2 mois après, il a reçu un coup de pétoire à la chasse, juste derrière la tête. Un accident, quoi. Pour être sûr, il y en a qui sont comme ça que je l'avais fait exprès, mais je leur ai cloué le bec, ça, oui. J'ai été tout droit à la banque à Dunwich et j'ai fait mon testament. Tout ce qu'il y aura à ma mort, ça sera pour la fille à Nahum, Miss Jenny. Tout le monde l'a su et il n'y a plus rien eu à dire. Je ne pus m'empêcher de lui demander « Et le prêt ?» C'est seulement à minuit l'échéance. Et il y a peu de chances que Nahum soit au rendez-vous, pas vrai? Et s'il vient pas, l'argent, je le garde, bien sûr. Et c'est mieux comme ça qu'il vienne pas. Parce que l'argent, je l'ai pas. Je ne lui demandais pas ce qu'il était advenu de la fille de Wentworth. À vrai dire, je commençais à ressentir la fatigue du voyage sous la pluie. Mon hôte dut s'en apercevoir car il se tut, s'assit et me surveilla du coin de l'œil. Il ne reprit la parole que beaucoup plus tard. « Vous voilà avec une toute petite figure. Vous êtes fatigué ?»« C'est bien possible. Je partirai dès que l'orage sera calmé. Je vais vous dire une bonne chose. C'est pas la peine que vous restiez là à m'écouter jaboter. Je vais vous trouver une autre lampe. Vous irez vous allonger dans la pièce à côté, et je vous ferai signe quand il pleuvra plus. Je voudrais pas vous prendre votre lit, monsieur Stark. Je reste debout très tard les nuits. » Toute protestation eût été inutile. Il s'était déjà levé et après avoir allumé une lampe à pétrole, il me conduisit à l'autre bout et me désigna le lit. Je cueillis au passage le 7e livre de Moïse. Depuis des années, j'entendais parler des redoutables merveilles qu'on y trouvait. J'étais curieux de vérifier par moi-même.
En dépit d'un regard singulier, mon hôte ne s'y opposa pas et retourna dans la grande salle, à son fauteuil d'osier, me laissant seul avec mes pensées. La pluie tombait toujours en rafales torrentielles. Je m'installai de mon mieux sur le lit, une couche démodée recouverte de cuir avec un appui-tête élevé. J'approchai la lampe car elle ne répandait qu'une faible lueur. Puis j'entrepris la lecture du 7e livre de Moïse. Je m'aperçus bientôt que c'était un salmigondi incohérent où se mêlaient les incantations, les invocations à des princes du monde inférieur, répondant au nom d'Aziel, de Méphistophélès, de Marbuel, Barbuel, Aniquel et quelques autres. Il y avait des conjurations de toutes sortes, d'aucunes pour la guérison de certaines maladies, d'autres pour la réalisation des souhaits, d'autres encore assurer la réussite de toutes les entreprises. On vous vengerait à coup sûr sur vos ennemis. Le lecteur était sans cesse mis en garde contre le terrible pouvoir de certains mots, ce qui m'incita sans doute à copier la pire des incantations qui me sauta aux yeux. Ailaimel Adonai Amara Sebaot Kadas Yeseraige Aralius. Cette formule devait, paraît-il, faire apparaître démons, fantômes et ressusciter les morts. L'ayant recopiée, je m'amusais à la répéter plusieurs fois à haute voix, sans le moindre espoir qu'il se produirait quelque chose de sensationnel, et de fait, rien n'arriva. Je reposai le livre et regardai l'heure, 11 heures. J'eus l'impression que la pluie tombait avec moins de violence. La grosse averse était finie. Cet adoucissement qui laisse prévoir la fin prochaine d'une pluie d'orage commençait à se faire sentir. Je notai du regard l'emplacement des meubles, pour ne pas m'y heurter lorsque je retournerais dans la salle où m'attendait mon hôte. J'éteignis la lumière dans l'intention de me reposer un peu avant de reprendre ma route. Mais quoique très fatigué, j'avais du mal à me détendre. Ce n'est pas tellement que la couche sur laquelle j'étais étendu était dure et froide, mais l'atmosphère même de la maison avait quelque chose d'étouffant. Elle ressemblait à son propriétaire. On aurait dit qu'elle était aussi résignée, qu'elle attendait l'inévitable, qu'elle savait que tôt ou tard, plus sûrement tôt que tard, ces murs battus par le temps s'effondreraient, que le toit s'écroulerait. Et qu'ainsi prendrait fin une survie improbable. Mais il y avait autre chose de plus que cette atmosphère commune à tant de vieilles demeures. Cette résignation était mêlée d'inquiétude, cette même inquiétude qui avait fait hésiter Amos Stark avant de m'ouvrir. Je me surpris moi-même à écouter comme lui, cherchant à entendre quelque chose de plus que le clapotement décroissant de la pluie ou le grignotement sans fin des souris. Mon hôte ne restait pas immobile. De temps à autre, il se levait et je pouvais l'entendre traîner la savate de ci de là, tantôt à la fenêtre, tantôt à la porte. Il en vérifiait les fermetures, puis il retournait s'asseoir. D'autres fois, il marmonnait comme les gens qui ont vécu longtemps seuls et finissent par se parler à eux-mêmes. Je ne comprenais presque rien à ces propos à peine audibles. Je perçus cependant quelques mots témoignant une préoccupation lancinante. À combien se montraient les intérêts de l'argent qu'il devait à Nahum Wentworth s'il devait être encaissé ce même jour. Il répétait sans cesse comme terrifié, 150 $ par an, ça fait dans les 750. Et il murmura aussi certaines paroles qui me troublèrent grandement. Il ne les prononça pas à la file, mais, mises bout à bout, elles prenaient un sens inquiétant. Je suis tombé. Ils y étaient tous. Partis en vitesse. Je ne savais pas, moi, que Nahum était dans la ligne. Encore des marmonnements indistincts. Peut-être était-il tourmenté par sa conscience. Sans aucun doute, le sinistre état d'abandon de la maison suffisait à éveiller ses plus sombres pensées. Pourquoi n'avait-il pas suivi les autres habitants dans cette vallée caillouteuse qui l'avait quitté pour s'installer ailleurs? Qu'est-ce qui l'avait empêché de partir? Il avait dit « je suis seul », et il ne l'était pas seulement dans la maison. N'avait-il pas laissé tous ses biens terrestres à la fille de Nahum Wentworth? Ses pantoufles bruissaient sur le plancher. Il faisait craquer les papiers. Au dehors, les engoulevents se mirent à appeler. C'était signe que par endroits, le ciel commençait à s'éclaircir. Ce fut bientôt un chœur assourdissant. J'entendis mon hôte murmurer. « Vous entendez ces saletés d'oiseaux? Ils appellent une âme. Clem Whatley est en train de mourir. » Tandis que le chant de la pluie allait décrescendo, les cris des engoulevents redoublaient. Bientôt, je me sentis tout somnolent et je m'assoupis. J'en arrive maintenant à cet épisode de mon histoire qui me fait douter du témoignage de mes sens. Quand j'y repense, il me semble impossible que ce soit arrivé. En fait, bien des années après, je me demande souvent si tout cela n'avait pas été un rêve. Et pourtant, non, ce n'était pas un rêve. Certaines coupures de journaux me le prouvent.
Elle concerne Amos Stark, son testament en faveur de Jenny Wentworth, et le plus étrange de tout, la diabolique profanation d'une tombe à demi oubliée au flanc d'une colline de cette vallée maudite. Je ne sommeillais pas longtemps avant de m'éveiller. Il ne pleuvait plus, mais le cri des engoulevents s'était rapproché de la maison en un chœur tonitruant. Certains de ces oiseaux se tenaient juste sous la fenêtre de ma chambre, et le toit disloqué de la véranda devait être couvert de ces créatures nocturnes. Nul doute que je n'ai été tiré de mon léger sommeil par leurs cris. Je restai allongé, le temps de me ressaisir, puis me mis debout. La pluie ayant cessé, il serait plus facile de conduire et mon moteur ne risquerait plus rien. À peine avais-je posé le pied par terre qu'un coup fut frappé à la porte extérieure. Je restai immobile, sans un bruit, et l'autre chambre était silencieuse, elle aussi. Le coup fut frappé de nouveau, et cette fois plus autoritaire. « Qui c'est ?» Mais pas de réponse. Je vis la lumière se déplacer, et j'entendis l'exclamation de triomphe de Stark. Minuit passé. Il avait regardé sa montre et moi la mienne. Il avançait de 10 minutes. Il alla à la porte. Je peux assurer que pour la déverrouiller, il posa la lampe. Avait-il l'intention de la reprendre comme il l'avait fait pour m'examiner? Je n'en sais rien. J'entendis pousser pour lui ou quelqu'un d'autre la porte s'ouvrir. Puis il y eut un hurlement horrible où se mêlaient la rage et l'épouvante. « Non, non, va-t'en. Je l'ai pas, je te dis, va-t'en. » Stark trébucha en reculant, s'effondra, et il y eut presque aussitôt le cri affreux de quelqu'un qui étouffait. Une sorte de râle gargouillant. J'allai chancelant jusqu'à la porte, et là, pendant un instant catastrophique, je restai recloué sur place, incapable de faire un geste, rendu muet par l'épouvante. Amos Stark était écroulé sur le dos, et le chevauchant un squelette moisi, les os de ses bras courbés au-dessus de sa gorge, lui enfonçaient les doigts dans le cou. À l'arrière du crâne, les os avaient éclaté, traversés par une balle de fusil. Voilà ce que je vis pendant l'affreuse seconde, puis grâce au ciel, je m'évanouis. Quand je revins à moi quelques instants plus tard, tout était calme dans la chambre. La maison, par la porte ouverte, était embaumée de la fraîcheur de la pluie. Au dehors, les engoulevents criaient encore. Le sol était baigné d'un pâle clair de lune. La lampe brûlait toujours dans la pièce, mais mon hôte n'était plus dans son fauteuil. Il était allongé sur le plancher, dans la même position. J'éprouvais la tentation violente de fuir cette scène abominable le plus vite possible, mais mon devoir m'ordonnait de voir s'il n'y avait plus d'espoir pour Amos Stark. Ce fut cet arrêt fatal qui me jeta hors de cette maison, hurlant comme si j'avais eu tous les démons de l'enfer à mes trousses. Penché sur le corps d'Amos Stark, je vis qu'il était bien mort, mais je vis aussi crispé dans la chair exsangue de son cou, les os blanchis des doigts d'un squelette. Pendant que je les regardais, ses doigts en os se détachèrent d'eux-mêmes et s'éloignèrent du cadavre en bondissant. Ils traversèrent la salle et s'enfoncèrent dans la nuit. Ils allaient rejoindre le visiteur spectral sorti de la tombe pour venir au rendez-vous d'Amos Stark.